Le maître a le pouvoir de vie et de mort sur ses esclaves. Il peut les punir ou les tuer selon son bon vouloir. Le plus souvent, les châtiments prennent la forme de coups de bâton sur les pieds, mais la flagellation, l'amputation du nez et des oreilles ainsi que les exécutions sont aussi pratiques courantes. Mais avant tout, l'esclave est utilisé pour sa force de travail. Un esclave peut être amené à travailler dans les carrières. Certains sont domestiques et s'occupent de tâches ménagères, ce qui est un statut très bas. Mais d'autres occupent aussi des postes administratifs, dans l'armée par exemple. Les esclaves chrétiens sont également chargés des métiers proscrits par le Coran. Les maisons closes et les auberges sont tenues par des esclaves, car l'islam interdit ce genre de commerce aux musulmans. Si l'esclavage africain exploité dans les mines et plantations de leurs colonies créa pour l'Europe et une partie des Amériques une richesse et une puissance énormes, il fut aussi à l'origine du sous-développement de l'Afrique. Des siècles de traite transsaharienne et transatlantique détruisirent systématiquement les sociétés, économies et cultures africaines. Les répercussions de cette destruction sont encore ressenties partout aujourd'hui par les Africains et les descendants d'esclaves africains. C'est l'esclavage qui a fait les lits du retard actuel de l'Afrique. Et que sans restaurer cette mémoire, on ne peut pas savoir par exemple qu'il y a 4 siècles, l'Europe et une grande partie de l'Afrique étaient économiquement sur le même pied d'égalité. Et que si on parle aujourd'hui de sous-développement, il y a des pays qui ont été des pays sous-développeurs. Et ces pays étaient des pays européens. Au XVIIIe siècle, la population était évaluée plus ou moins par les explorateurs et d'autres chercheurs. Et vers le XIXe siècle, il n'y avait plus qu'environ 200 millions d'habitants. En comparant l'habitat du XVIe siècle et celui du XIXe, on peut estimer que celui du XIXe siècle était 3 fois moindre. Par conséquent, on peut estimer qu'au XVIe siècle, la population de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, était d'environ 600 millions d'habitants. Ce qu'elle a enduré, c'est une guerre de 100 ans qui a duré 300 ans avec les armes du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. À partir du 7e siècle, dans l'ensemble du monde musulman, les esclaves sont très vite omniprésents. Leur place est même plus importante qu'on ne l'a longtemps pensé, loin des clichés sur les courtisanes ou les serviteurs des sultans. La recherche aujourd'hui montre que les effectifs d'esclaves étaient plus importants et qu'ils existaient non seulement dans les demeures bourgeoises, mais qu'ils existaient aussi dans les campagnes, et qu'ils étaient employés non seulement en tant que travailleurs domestiques, mais aussi en tant que travailleurs productifs, sans parler de l'armée, etc. Il y a parallèlement à cela une réalité terrible qui est celle des esclaves qui travaillaient dans les mines, des esclaves qui travaillaient dans les chantiers hydrauliques, des esclaves qui travaillaient dans les mines de sel. Ces nomades d'Afrique du Nord vivent dans le Sahara depuis plus de 1000 ans et vendent un produit qui nous paraît ordinaire. Mais à l'époque, c'est l'un des plus précieux du monde. Le sel. Le sel était capital. Il représentait la différence entre la vie et la mort. Avant l'invention de la réfrigération, le sel était essentiel pour conserver les aliments, dans la mesure où il absorbe l'eau et empêche la formation de bactéries. La nourriture salée peut être préservée 1 an sans se gâter. L'accès au sel était un facteur de puissance. Je peux par exemple envoyer une armée sur mer ou sur terre avec des vivres, mais sans salaison, ils finiront vite par pourrir. Les Touaregs ont découvert une vraie mine d'or, juste sous leurs pieds. Il y a des millions d'années, le Sahara était une mer.
Quand l'eau s'est évaporée, elle a laissé d'importants dépôts de sel. Le commerce du sel permet aux Touaregs de gagner leur pain. Ils l'extraient à Tagaza, au cœur du Sahara, puis ils parcourent des centaines de kilomètres en direction du sud. Ils se rendent sur les marchés des grandes villes de l'Empire du Mali, Djenné, Gao et Tombouctou. Et le rapport à l'islam, la conversion, elle se fait comment? Non. Sundiata était un homme très tolérant. Il a accepté la coexistence de la religion traditionnelle et de l'islam. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On voit Tombouctou par exemple, hein, là on est plutôt à Djenné, là, sur les images, qui arrivent, quelles sont les fonctions de ces temples de réflexion, de diffusion de la culture islamique? Quelles sont les fonctions à ce moment-là? Parce qu'il y a plusieurs étapes. Mansa Moussa est également un souverain bâtisseur. Il finance la construction de dizaines de mosquées à travers son empire. Ce sont souvent de magnifiques monuments comme la grande mosquée de Djenné, le plus grand édifice en terre crue du monde. Le souverain fonde aussi de nombreuses cités, comme Ouarata et Tombouctou. Pendant plusieurs siècles, ces villes constitueront des pôles culturels, commerciaux et religieux particulièrement dynamiques. Mansa Moussa renforce également le pouvoir de l'islam en Afrique. Mais cette religion doit alors faire face à un nouveau défi, la montée en puissance de l'Europe chrétienne. Alors, l'homme Sundiata, le roi Sundiata, l'empereur Sundiata, était visionnaire. Il a pris des érudits arabes qui étaient dans sa cour. Des érudits noirs aussi. Oui, des érudits arabes et noirs qui étaient dans sa cour. Et ceux-là avaient pour mission de réfléchir à comment organiser la vie pour faciliter la vie à ses gouvernés. Enfin, ce n'était pas des subordonnés, c'était des gouvernés à son peuple. Donc, le rapport entre les gens de la cour, parce que tous les matins, le roi faisait le tour de la ville pour recevoir les doléances de ses sujets. Le soir, il refaisait la même tournée pour voir si tous ceux qui se sont plaints ou bien composé des doléances ont reçu la réponse à leur questionnement. Les chasseurs déclarent: l'essence de l'esclavage est éteinte ce jour. D'un mur à l'autre, d'une frontière à l'autre du Mandène. La razzia est bannie à compter de ce jour au Mandène. Les tourments nés de ces horreurs sont finis à partir de ce jour au Mandène. Quelle épreuve que le tourment, surtout lorsque l'opprimé ne dispose d'aucun recours. L'esclave ne jouit d'aucune considération, nulle part dans le monde. Quel était le rapport de cet empire avec l'esclavage transsaharien, comme on disait? Alors, quand Sundiata a pris le pouvoir, il a interdit l'esclavage. Tout à fait. Il y avait l'esclavage domestique, mais l'esclavage transsaharien, tel que ce l'était avant lui, a cessé d'exister. Dans son empire, en tout cas. Dans son empire, il a interdit l'esclavage. Et c'est pour ça que c'est un libérateur. Et ça s'est perpétué. Ça s'est perpétué. Et de plus, ce qui est important, c'est qu'il a intégré les anciens esclaves dans son pouvoir. Mais le ministre des Finances, voilà. Le ministre des Finances était un esclave domestique. Un esclavage domestique. Donc voilà, on n'en finira pas d'en parler parce que Sundiata était plus qu'un visionnaire. C'était un humaniste quelque part. Vous avez donc critiqué aussi Pétré Grenouillot, mais ça se situe aussi dans le cadre d'une réflexion sur ceux qui produisent de la littérature africaniste.
Alors, vous dites, l'africanisme français consiste principalement au discours en langue française de spécialistes français, universitaires ou journalistes de l'Afrique sous domination politico-économique et militaire française. Autrement, un champ africaniste que vous distinguez du champ panafricaniste produit du discours sur l'Afrique et qui n'a rien à avec la vision que les Africains, qui connaissent leur continent, ont envie de présenter. De toute façon, les Africains ne sont pas allés écrire l'histoire des Occidentaux, ni des Français, ni des Anglais pour eux. Et ce qu'on interdit aux Africains aujourd'hui, c'est d'écrire l'histoire, leur propre histoire. Ça suffit la falsification. Donc, eux, ils avaient des marchés à cette époque. On lui demande d'en trouver en Afrique de l'époque, de la même époque, il n'en a pas trouvé. On lui demande, il n'en a pas cité, et voilà, donc c'est son... Donc c'est une déclaration gratuite. Qui n'est pas étayée. Et donc, il y avait une traite avant, qui est beaucoup plus importante, mais il y a eu une sorte d'accord entre l'élite africaine et l'élite arabo-musulmane à l'approche des indépendances, qui ont fait une sorte de d'accord tacite pour taire cette question afin de, eux, ensemble, s'opposer à l'Occident. Voici pourquoi les Africains ne considèrent... Opposer une unité africaine, blanche et noire. Factice, voici pourquoi ils taisent les déportations transsahariennes et qu'ils font plein de foin de déportations transatlantiques. Voici pourquoi ils mettent en avance les traites.